Bonsoir et bienvenue dans l'entretien de Rémi. La dépigmentation ou le blanchissement de la peau est un phénomène dangereux auquel s'adonnent des milliers d'hommes et de femmes à travers le monde de façon régulière. L'association Esprit d'Ébène a lancé en décembre 2017 la campagne Stop Dépigmentation. L'un des membres de cette association, Mamadi Yafa, est notre invité. Bonsoir Mamadi Yafa. Bonsoir. Vous avez été candidat aux dernières élections aux législatives sur la 17e circonscription de Paris. Aujourd'hui, vous voilà, en tout cas, l'une des personnes en tête de Stop Dépigmentation. Pour commencer, pourquoi des hommes et des femmes s'adonnent à cette pratique, à savoir vouloir se blanchir la peau? Alors, les facteurs, on a plusieurs facteurs sur la problématique de la dépigmentation. Je crois qu'il y a des facteurs qui sont liés au code de beauté. Oui. Je crois qu'il y a des facteurs qui sont liés à des codes sociologiques. Je crois qu'il y a des facteurs qui sont liés à une espèce de névrose, un diktat de la société. Oui. Et il y a des idées reçues également. Mais nous, on a voulu orienter tout ça sur une problématique d'estime de soi. Parce que au fond, au-delà des problématiques qu'on peut retrouver en termes de santé publique, parce que le fait justement de se dépigmenter, ça crée des ravages, ça crée des cancers de la peau. Donc c'est des choses qui sont extrêmement graves aujourd'hui. Mais nous, en ce qui nous concerne, c'est plutôt l'aspect psychologique. Oui. Parce qu'au fond, lorsqu'on souhaite changer sa nature, c'est qu'il y a un problème et qu'il y a un problème de fond. Et c'est de l'ordre de la psychologie, en tout cas. Donc cette campagne vise un peu à toucher, disons, la psychologie des personnes qui pourraient s'adonner ou bien qui pourraient éprouver ce qu'on appelle éventuellement un complexe. Est-ce que pour vous c'est un complexe? C'est bien évidemment. Il y a une part de complexe là-dedans. Il y a une part de complexe parce que je pense que si on n'est pas complexé, si on est bien dans sa peau, on ne change pas. Mais les complexes sont divers. Là, on parle de dépigmentation aujourd'hui. Il y a les complexes de ceux qui font de la chirurgie esthétique. Il y a les complexes de ceux qui bronzent, etc., etc. Mais sauf qu'il y a certains complexes qui mènent à des facteurs de santé publique et des facteurs médicaux qui font que ça en devient problématique. Ok, ça devient très dangereux pour ces personnes qui s'adonnent à cette chose-là. Dites-nous, quelle est l'ampleur de ce phénomène? Combien d'hommes et de femmes éventuellement s'adonnent à cette pratique? Alors l'ampleur de ce phénomène, c'est des millions de personnes. Contrairement aux idées reçues, c'est d'abord l'Asie qui sont les premiers touchés sur cette problématique. Quelle partie d'Asie? Alors l'Asie, non, parce que j'ai envie de vous dire, en Chine, au Vietnam, en Indonésie, au Japon, alors l'Inde, on n'en parle même pas parce que c'est quelque chose d'extrêmement courant là-bas, en Indochine. En fait, toute l'Asie, quand vous regardez, même une partie du Moyen-Orient, vous regardez toute l'Asie est touchée par cette problématique et ce fléau. J'appelle ça un fléau parce que à partir du moment où on commence à se dépigmenter la peau, ça devient une addiction, c'est comme les drogues et vous pouvez plus vous en passer. Donc il faut un processus extrêmement je dirais lourd, extrêmement compliqué pour sortir de cette addiction. Mais pourquoi justement les personnes veulent s'éclaircir la peau ou bien en tout cas se blanchir la peau? Allez, jusqu'à là, on a des exemples qu'on n'a même pas besoin de citer, des artistes connus qui font ça. Alors on était sur l'Asie. En Asie, c'est une question de lutte des classes. Car plus vous êtes clair, plus vous êtes en haut de l'échelle sociale. Ok, c'est perçu. Donc comme ça. voilà, c'est perçu comme ça. Donc vous savez, vous avez certaines castes en Inde qu'on appelle les intouchables, et que les intouchables, justement, ils sont considérés comme les moins que rien. Donc ils sont considérés classés noirs ou? Ils sont classés noirs, ils sont très noirs. Ils ont une peau extrêmement foncée. Ils ont une peau limite cuivre, un peu de l'ordre de la couleur cuivre. Et ces gens-là, malheureusement, ils sont considérés comme par les autres Indiens comme des espèces de sous-fifs, des gens, d'ailleurs d'où le nom intouchable, des gens qu'il faut pas toucher. Et ça, j'ai envie de dire, aujourd'hui au XXIe siècle, c'est quelque part, c'est proche du racisme. Après, vous prenez donc les numéros 2 qui sont les Amériques. Alors quand je dis les Amériques, je parle pas uniquement des USA, je parle de l'ensemble des Amériques, parce qu'on retrouve cette problématique même sur le continent du côté de l'Amérique du Sud. Voilà. Et donc eux, leur problématique, c'est plus
des problématiques qui sont liées à des codes de beauté, à des codes... alors, le paradoxe dans tout ça, quand on prend... Allez, on va prendre les États-Unis. Le paradoxe, c'est d'un côté, vous avez les Noirs qui veulent devenir blancs, en tout cas une grosse partie. Et quand vous êtes du côté de Los Angeles, de la Californie, de Miami, etc. Et là, ils veulent devenir bronzés, etc. Parce que ça fait in. Okay. Donc ça fait j'ai le temps de bronzer. Voilà. Et c'est ça le paradoxe de ce pays, c'est qu'il y a une espèce de névrose. Mais je crois que si on prend leur histoire même au niveau des États-Unis, c'est que à l'époque de la ségrégation, à l'époque de l'esclavage, le noir clair était celui qu'on appelait le nègre de maison. Et le nègre de maison, c'était celui qui n'était pas au champ. Mais l'ironie de tout ça, c'est que le nègre de maison, finalement, c'était des enfants métis. C'était les enfants des maîtres. Voilà, de manière illégitime, qu'ils ont rapproché d'eux et qui se retrouvaient, eux, là, pour le coup, dans la maison. Alors, revenons en Afrique et en France, ou bien et aux Africains de France, ou bien aux Français d'origine africaine. Et l'Afrique arrive, du coup, en troisième position. Oui, et l'Afrique arrive en troisième position. Pourquoi, justement, en Afrique, ou des Africains qui sont en France, ils font ça? Quel est le critère déclencheur pour laquelle alors, je crois qu'en Afrique, on a un critère de beauté, mais on a surtout des idées reçues. On a surtout des idées reçues qui disaient, vous savez, on a un espèce de complexe avec la lueur et la clarté. Ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être lié à l'époque coloniale qu'on a eu à un moment donné. Et il y a des idées qui sont restées comme ça. Si vous êtes marié à une femme claire, bah, vous avez de la chance dans la maison. Lorsque vous êtes clair, vous avez plus facilement de chances d'être marié parce qu'on vous verra. On vous verra dans les mariages. Si vous êtes clair, de fait, vous êtes la plus belle du groupe, etc., etc. Et c'est tout ce phénomène, j'ai envie de dire quelque part de névrose qu'il y a eu au sein de certaines communautés, qui fait qu'aujourd'hui on a des ravages monstrueux au sein des mêmes communautés sur cette question de la dépigmentation. Alors, si on va encore plus loin dans le questionnement, pour les personnes, est-ce que des personnes, par exemple, qui sont nées en France, qui n'ont pas forcément qui ont cette double culture, j'ai envie de dire, est-ce que ces personnes-là aussi peuvent s'adonner à ces genres de pratiques? Bien sûr, mais ça touche tout le monde. Mais bien évidemment, regardez, de la même manière où que les jeunes qui sont nés en France ont cette culture, j'ai envie de dire, de la beauté, en cette culture quelque part africaine, et on le voit aujourd'hui, on le voit aujourd'hui avec cette double culture très enrichissante, on le voit dans la musique aujourd'hui. Vous prenez aujourd'hui la musique, que vous prenez Maître Gims, vous prenez MHD ou quoi que ce soit, aujourd'hui, on est dans une culture afro-française. Afro-française, voilà. Depuis 10-15 ans, ce qu'on mange en France, c'est de la culture africaine, que ce soit au niveau de la mode, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau du culinaire, etc. Ces jeunes-là qui ont une double culture, ils ont le côté, j'ai envie de dire, névrosé de l'Afrique, parce que les tantes qui voient qu'elles sont noires, ou les cousines, ou les grandes sœurs qui, elles, sont nées en Afrique, qu'elles rencontrent lors des mariages, lors des machins, etc., qui leur disent « Ah, mais non, ma fille, tu devrais t'éclaircir, etc. » Et de l'autre côté, elles ont aussi ce culte de la blancheur parce qu'elles sont très à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Elles ont envie de ressembler à Beyoncé, elles ont envie de ressembler à Rihanna, etc., etc. Donc, elles savent que ces jeunes filles-là, en tout cas qui ont réussi aux États-Unis, qui sont leurs idoles, qui sont leurs icônes, certaines d'entre elles se sont blanchies la peau. Aujourd'hui, on est en train de revenir à un espèce de revival. Mais la fille aujourd'hui franco-mauritanienne, franco-malienne, franco-sénégalaise a, elle, pour le coup, une double problématique. Parce qu'elle a la problématique, j'ai envie de dire, du côté de sa famille sociétale, du côté de son environnement africain. Et en même temps, elle a cette problématique occidentale où on blanchit la femme noire,
parce qu'on a besoin de vendre des produits, etc., etc. D'ailleurs, le père de Beyoncé a dit récemment que si ses filles étaient moins claires, elles n'auraient pas pu faire les carrières qu'elles ont fait. C'est révélateur de la situation. C'est révélateur de la situation, alors que à l'encontre de ça, par exemple, le père de Serena Williams et de Venus Williams, bah voilà, c'était dans le sport, lui il a dit non, niet, et ça les a pas empêchés de réussir. Et je pense qu'aujourd'hui vous avez des Ofra, des machins, vous avez des Erika Badu et pas mal d'autres femmes, en l'occurrence, qui ont réussi. On le voit aujourd'hui avec une Alicia Keys qui a dit stop. Bon, après les gens diront oui, mais elle était déjà claire, ok, si on veut, mais elle a dit stop et on revient justement aux sources. Alors, on revient à la couleur noire. Parlons justement de retour aux sources. On parle aujourd'hui de plus en plus de mouvements Napi. D'ailleurs, c'est quasiment derrière nous. Les gens, par exemple, qui se disent qu'ils veulent être naturels, qui revendiquent en tout cas cette, ce retour au naturel. Est-ce que, comment ça se positionne face à ce phénomène très répandu, Choco, Ressal, tout le monde le connaît. Je crois que la culture Napi et toutes les cultures en tout cas qui en découlent, qui sont des cultures qui justement reviennent aux fondamentaux, c'est parce qu'à un moment donné on s'est dit, et certaines personnes qui pensent, qui ont une culture générale, qui disent mais pourquoi je serais victime du diktat de cette nomenclature de beauté qui est dictée par des gens qui ne me ressemblent pas. Pourquoi on rentrerait là-dedans? Et je pense que la culture du napisme, donc c'est ses propres cheveux, c'est le cheveu crépus, etc. On peut traiter le cheveu crépus, parce que pendant longtemps, on nous a fait croire que on ne pouvait pas traiter le cheveu crépus. Mais nos parents, ils ont fait comment? Nos ancêtres, ils ont fait comment en Afrique? Et même, je dirais, même aux États-Unis. Comment ils ont fait? Ils l'ont traité, ce cheveu crépus. C'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'il fallait un diktat du défrisement. Je me rappellerai toujours d'une scène dans le film de Malcolm X, où à une époque, il s'est défrisé les cheveux avant de devenir Malcolm. Et justement, où il disait, je me défrise les cheveux parce que je veux ressembler aux Blancs. Mais non. Mais à un moment donné, tu n'as pas besoin de te défriser les cheveux. De toute façon, tu es très beau en étant avec tes propres cheveux. Vous l'avez dit, donc, est-ce que Stop Dépigmentation, vous faites un parallèle entre les personnes, par exemple, qui se défrisent les cheveux, est-ce que vous les mettez sur le même pied d'égalité, et les personnes qui s'adonnent, à la dépigmentation de la peau? Alors, si je devais pousser le bouchon, je pourrais dire oui, mais c'est pas le même cas. C'est pas le même cas, et il faut prendre les choses parfois avec des pincettes, parce que la dépigmentation, ça vous amène à une phase critique, puisque ça touche à votre santé. Directement. Voilà. Alors que de défriser ses cheveux, vous pouvez certes abîmer vos cheveux, mais aujourd'hui, il n'est pas prouvé que de défriser ses cheveux, ça nous amène à des cancers ou à des choses comme ça. Voilà, elle est là la différence. Et la différence, elle est importante. Par contre, sur le côté estime de soi, le côté, j'aurais envie de dire, sociologique, psychologique, on se rejoint à ce niveau-là. Voilà. Mamady Yafa, comment est-ce qu'on peut rejoindre justement Stop Dépigmentation, en tout cas pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice? Alors Stop Dépigmentation, c'est né d'une idée, d'un regroupement au sein de l'association Esprit d'Ébène, qui est une association qui aujourd'hui a 20 ans. Voilà, qui fête ses 20 ans cette année, qui est une association qui est née dans la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement, voilà, mon quartier, on va dire, dont je suis un des membres fondateurs. Voilà, nous, on a un site internet, on peut nous joindre sur Facebook, on peut nous joindre partout. Aujourd'hui, c'est complètement open. Si les gens estiment qu'ils ont des choses à apporter à cette lutte, à cette campagne, ils sont les bienvenus. On est un groupe qui se réunit par exemple tous les jeudis dans nos locaux dans le 18e, 15 rue de la Goutte d'Or, et c'est vraiment open, toute personne qui souhaite. Bientôt on va lancer une campagne de crowdfunding également sur Hello Asso. Il y a la campagne, alors sur la campagne à proprement dit, puisque j'en ai pas beaucoup parlé, il y a eu la première phase, donc qui a été une campagne de communication globale, qui notamment, on a mis des affiches dans le métro parisien. Oui, c'était très visible. Voilà, qui était très visible. Ensuite, on a eu une première campagne réseaux sociaux. Ensuite, là, on vient de produire 2 films qui vont bientôt sortir.
On a également un plaidoyer qui va se faire à l'Assemblée nationale soit le 17 ou le 18 mai prochain. Oui. Donc c'est un colloque à l'Assemblée nationale sur la problématique de la dépigmentation. On organise également une journée avec l'aide de la ville de Paris qui serait une journée plutôt ouverte sur la problématique sociologique et médicale liée à la dépigmentation. Et ensuite on enchaîne avec des ateliers de proximité parce qu'on estime que il suffit pas simplement de communiquer, mais il faut aller aussi vers les gens, leur expliquer ce que c'est, aller à l'encontre des futurs dépigmentés ou de ceux qui viennent de commencer justement pour essayer d'arrêter le processus. Et il faut aller vers les gens qui se dépigmentent tout simplement. Parce que là, le fait de communiquer de manière grand public, ok, tout le monde relaie l'information, on sait que les personnes qui se dépigmentent ou qui avaient l'intention de le faire, ils l'ont entendu, ils savent que c'est dangereux, mais il faut aller apporter des solutions. Et pour pouvoir apporter des solutions, il faut aller à l'encontre des gens. Ce sera le mot de la fin, la solution contre la dépigmentation. En tout cas, une solution est proposée par Stop Dépigmentation qui est portée ici par Mohamed Yafa. Merci d'avoir été notre invité. Merci Rémi. Voilà, ma première invitation au sein de RMI Info. Et ce ne sera pas la dernière, ouais. J'en suis certain. Okay. Mohamed Yafa, à bientôt. Merci de nous avoir suivis. C'était l'entretien de Rémi. À très vite.